Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Rock'n'Roller Coaster. Nous allons parler de son histoire, nous allons parler de ses secrets, et puis je donnerai mon avis quant à la fermeture de cette attraction ainsi que de son remplacement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, que comme d'habitude vous allez apprendre des petites choses. Alors c'est parti pour l'histoire et les secrets de Rock'n'Roller Coaster. Alors on va commencer par l'histoire, par la genèse du projet. Et après le succès de Space Mountain, Big Thunder Mountain et Splash Mountain, les Imagineers Disney cherchent à mettre davantage d'attractions à sensations fortes dans leur parc. Parce que oui, il y a une véritable demande au niveau des attractions à sensations fortes. Ainsi, adossé à une storyline forte et un système de chute inédit, ouvre en 1994 la Tour de la Terreur. Et dès la création justement de cette Tour de la Terreur, dans une extension de Sunset Boulevard à Disney's Hollywood Studios, un coaster musical est envisagé. Alors, coaster musical envisagé avec système de son embarqué, c'est ce que veulent faire les Imagineers. Alors, ils se penchent d'abord sur une collaboration avec les Rolling Stones. Le problème, c'est que les exigences sont beaucoup trop élevées de la part des Rolling Stones. Tenez-vous bien, les Rolling demandent à Disney plus de 10 milliards par an. Plus de 10 milliards par an pour pouvoir figurer dans leur attraction. Donc bien sûr Disney ne se penche plus sur eux, ils décident de passer à un autre groupe et ils vont voir U2. Le problème de U2 c'est que ils vont avoir un souci avec le leader qui va avoir des exigences extrêmes que Disney n'acceptera pas. Donc Disney va finalement se retrouver un petit peu dans l'ennui, c'est-à-dire que il décide à un moment donné d'abandonner ce projet de coaster, sauf que le problème c'est que la Tour de la Terreur a un tel succès qu'il faut absolument la désengorger. Michael Eisner, qui était le PDG de Disney Parks à l'époque, insiste sur le projet qui devient une véritable priorité. Donc la construction commence en début 98, sauf que il n'y a aucun groupe de référencés, aucun artiste n'est référencé pour pouvoir intégrer ce fameux coaster musical, et ce aux mesures que le ride se construit. C'est-à-dire que le ride monte au niveau de sa construction, mais Disney a toujours des problèmes pour savoir quel groupe ou quelle référence musicale ils vont pouvoir intégrer, et puis surtout la storyline qui est encore pas du tout construite. Disney tente alors de se rapprocher d'Aerosmith, et ça marchera, puisque Aerosmith à ce moment-là collabore pour la création de la musique du film d'Armageddon. Tiens, c'est peut-être pas un hasard finalement si à Backlot nous avions Armageddon et Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, l'un en face de l'autre. Peut-être pas. Donc Disney se rapproche d'eux pour le coaster et ils choisissent 8 chansons. Le groupe choisit 8 chansons, dont une qui était récente à l'époque puisqu'elle provenait de leur dernier album. Et il y a même certaines paroles qui ont été changées. Par exemple, au lieu de Love in an Elevator, ça donnait Love in a Roller Coaster. Et comme ça, il y a plusieurs titres qui ont été un peu transformés. Alors, ils enregistrent le pré-show qui servira dans le ride seulement quelques mois avant l'ouverture de l'attraction au public. De même, la storyline est inventée pratiquement au même moment et un peu dans l'urgence. Donc comme quoi, Rock'n'Roller Coaster a été fait un petit peu à la va-vite finalement. Alors, la version floridienne. Alors la version floridienne, à son ouverture en 1999, c'était l'attraction la plus rapide des parcs Disney, avec une accélération de 92 km/h en 2,8 secondes. Elle a très vite été rattrapée par Test Track à Epcot qui a ouvert en fait la même année. Alors les visiteurs pénètrent dans le studio GeForce Records, qui est une société imaginaire qui enregistre certains grands artistes dont les trophées sont exposés à l'entrée. Ensuite, il y a une salle d'avant-show, d'avant-spectacle, où le groupe Aerosmith vient tout juste de terminer l'enregistrement de certaines musiques en compagnie de leur manager, et le groupe s'apprête ensuite à partir pour donner un concert à Los Angeles. Et ne voulant pas abandonner les fans qui étaient présents dans le studio, le leader du groupe, Steven Tyler, décide de les inviter dans les coulisses du concert. Et comme le dernier a lieu à l'autre bout de la ville et que Los Angeles est immense, et afin de ne pas être trop en retard, le manager du groupe réserve une limousine ultra rapide pour les gens qui sont donc dans le studio.
Donc le visiteur passe par un parking derrière les studios pour embarquer à bord de la limousine. C'est pour ça qu'on a un aspect très extérieur dans la dernière partie au Disney's Hollywood Studios de l'attraction, enfin du pré-show. Et une fois que le véhicule est lancé, il part à grande vitesse dans les rues de la ville. Les haut-parleurs diffusent bien sûr la musique du groupe. Les décors sont assez plats et réagissent en fait à la lumière noire qui sont éclairées au passage des véhicules. Et on a tout un tas de panneaux indicatifs. Et par exemple, à un moment donné, on a le Hollywood de Hollywood, panneau Hollywood, et le haut où les visiteurs rentrent littéralement dans le haut, etc. Pour créer une espèce de chaos finalement sur la route, etc. Et le véhicule arrive finalement au parking VIP de la salle de concert où les visiteurs débarquent pour justement assister au concert en question. Alors à l'ouverture en 1999, le groupe Aerosmith affirme avoir fait plus de 12 fois d'affilée l'attraction. Plus de 12 fois. C'est quand même assez balèze. Alors, à Disney California Adventure, bah, figurez-vous que l'attraction a été envisagée au Hollywood Pictures Backlot avant finalement d'être abandonnée puisqu'il y avait déjà le coaster California Screaming à Paradise Pier. Donc ils se sont dit que c'était pas la peine de faire deux coasters comme ça. Quant à Paris, bah, l'attraction, vous le savez forcément, elle a ouvert en 2002 avec le parc Walt Disney Studios à Backlot. Donc, elle est construite dans un hangar, un studio d'enregistrement nommé Tour de Force Records. Euh, donc, les visiteurs entrent d'abord dans une file d'attente où on voit des studios qui ont collaboré avec des grands artistes dont les guitares sont exposées dans l'entrée. Donc ça, je vous en dirai tout à l'heure un peu plus. Ensuite, il y a le pré-show qui est situé dans le studio C. Et là, on peut voir le groupe Aerosmith tester des musiques pour un nouveau type d'attraction. Parce que la différence de la version de Floride où on suivait le groupe Aerosmith qui traversait la ville pour assister à un concert, là, le groupe Aerosmith crée en fait une nouvelle type d'attraction, un nouveau type d'attraction. Il s'agit en fait d'un parcours de montagne russe dont les rails font finalement office de piste audio et le train qui est appelé Soundtracker lit la piste et diffuse le son aux passagers. Et l'attraction étant prête, et bien les visiteurs sont invités finalement à aller à ce qu'on appelle en zone d'essai pour aller la tester. Donc c'est complètement finalement différent de la Floride. Même si le circuit montagne russe est à peu près le même qu'en Floride, il va cependant un peu plus vite puisqu'il passe de 0 à 100 km/h. Le système, c'est un moteur à induction qui propulse les visiteurs et les décors des panneaux hollywoodiens en 2D sont remplacés ici par un spectacle lumineux appelé Light Show, propre à chaque Soundtracker, chacun avec une ou plusieurs couleurs en fait qui dominent. Il existe le vert, le violet, le multicolore, le rouge, etc. Et chaque Soundtracker propose sa propre bande son. Par exemple, le Soundtracker 1, il diffusait Black in the Sally or Dude. Le Soundtracker 2 diffusait Young Lust ou Fine par exemple, ou encore Love in an Elevator. Le Soundtracker 3 diffusait Love in an Elevator et Walk This Way. Le Soundtracker 4 diffusait Nine Lives, était accompagné d'un show par exemple, d'un light show rouge et jaune en plus, voilà, chaque light show était différent. Et le Soundtracker 5, il diffusait par exemple la version de Sweet Emotion tirée de l'album A Little Source of Sanity et est accompagné d'un light show bleu et rose par exemple. Donc il y a vraiment tout un travail là-dessus. L'attraction a été annoncée en février 2018 comme fermant ses portes pour laisser place à un roller coaster sur Marvel et les Avengers. Et l'attraction ferme définitivement ses portes le 1er septembre 2019. Alors quelques secrets concernant l'attraction parisienne. Je parlais tout à l'heure de guitare exposée. On retrouve la guitare de U2, de Green Day ou encore d'Eric Clapton, qui sont quand même des illustres légendes au niveau du rock. Dans le rock, ce sont des artistes qui ont fait leurs preuves. Ensuite, il y a les disques d'or de John Lennon, par exemple, pour la chanson Give Peace. Il y a un bout de la batterie de Pearl Jam ou encore celle des Cure. Alors au niveau du circuit, il faut quand même se dire qu'il est composé d'un looping, d'un tire-bouchon, d'une double inversion, de nombreux virages et d'un arrêt brusque. Il est équipé aussi de plus de 350 projecteurs, de machines à fumer et de 1359 spots lumineux, c'est quand même considérable. Tous bien sûr synchronisés avec la bande son de l'attraction. Et les Soundtrackers ont eux aussi de nombreux atouts, comme par exemple chacun est équipé de son propre système audio embarqué à raison de 5 haut-parleurs par siège. C'est-à-dire 2 au niveau de la tête, 2
à hauteur d'épaule, et le dernier, bah, il est sous le siège. Et comme je disais, bah, il y a une couleur à chaque fois spécifique, donc c'est quand même assez incroyable, sachant que c'était quand même synchronisé avec le circuit, les jeux de lumière, etc. Tout était synchronisé. Johnny Hallyday a failli investir l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Non, c'est pas vrai. Il y avait eu une blague, effectivement, c'était un 1er avril, alors je sais plus de quelle année, où ils avaient mis Johnny Hallyday euh, qui allait arriver dans Rock, et que Rock allait même recevoir un overlay sur Johnny. Et ça avait fait quand même pas mal de bruit parce que les gens y croyaient vraiment. Par contre, il y a eu une version de Rock'n'Roller Coaster spécial Halloween pendant les Horror Nights qui s'appelait Rock'n'Roller Coaster Panic au studio, et qui traitait d'un meurtre qu'il y avait eu dans le studio d'enregistrement, avec une musique beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétante. Alors, pour terminer, je vais donner mon avis sur la fermeture de cette attraction. Pour moi, c'est une très bonne chose, puisque Rock'n'Roller Coaster, malgré la storyline qui pouvait être un peu intéressante, souffrait quand même de peaufinement. C'était pas une storyline peaufinée. L'extérieur de l'attraction est quand même très moche. Dans un studio, dans un hangar comme ça, dans Backlot, c'était probablement l'une des pires attractions que l'on pouvait avoir. Très peu de décors, très peu de décors. L'attraction est assez, je dirais, inadmissible au regard de ce que Disney est capable de faire. Et c'est vrai que même si c'était pas forcément la pire des attractions Disney, c'était de loin l'une des moins bonnes du Walt Disney Studios et même de Disneyland Paris. Le coaster n'avait pas vraiment d'âme. En réalité, si il n'y avait pas le groupe Aerosmith, il n'y a que les sensations qui auraient pu à peu près sauver l'attraction. Le reste étant que tôle, avec très peu d'éléments de décor, voire quasiment rien. Le seul intérêt était effectivement la file d'attente, où on avait une espèce de musée comme ça sur le rock qui pouvait être intéressant, mais avouez que quand même, au-delà des fans de rock, il n'y avait pas, voilà, c'était pas forcément très excitant. Également, pour moi, c'est une attraction qui ne pouvait plus rester dans un Walt Disney Studios actuel. Voilà. Je suis très content, sincèrement, que ce soit Avengers, enfin Iron Man et les Avengers qui soient à la place de cette attraction, parce que je pense que les sensations, on les gardera forcément. On peut penser par exemple à AC/DC pour la bande son, donc probablement encore plus de punch qu'Aerosmith. Et puis, quand même, on peut avoir, je pense, beaucoup plus d'éléments de décor, des projections, des écrans très immersifs. Ils sont capables de faire vraiment quelque chose de très haut niveau chez Imagineering, avec cette fois-ci enfin une vraie storyline ficelée et de vrais repères pour les visiteurs. Donc c'est une excellente chose. Elle avait fait son temps, cette attraction, et elle était assez indigne de ce qu'on trouve chez Disney, malgré les sensations qu'elle procurait et malgré ce côté sympa sur le light show. C'était finalement beaucoup trop léger à mon sens. Elle était là en 2002 pour pouvoir dire qu'il y avait vraiment une grosse attraction dans le parc et essayer tant bien que mal de faire venir les visiteurs. C'était son seul intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis si vous le souhaitez concernant cette fermeture de Rock. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, ça m'encourage énormément. Je remercie vraiment tous ceux qui le font, à liker. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.